démontrer que l'AES est vouée à l'échec et que la transition malienne n'a rien fait de bon. Quand je les ai regardés, j'ai vu qu'en réalité, c'était des Africains inversés. C'est-à-dire... Ce sont des Africains inversés. C'est-à-dire, en fait, quand tu regardes sa tête, tu penses que c'est le cerveau qui est là. C'est pas vrai. Tu dois imaginer que son estomac là, c'est ça qui est dans sa tête, et puis son cerveau là, il est dans son ventre. Ouais. Il prêche la démocratie. Le ministre nous l'a dit tout à l'heure. Les droits de l'homme, la bonne gouvernance. Ça, c'est la bouche. Mais c'est une bouche d'une personne inversée. Quand ils disent démocratie, mettez N entre O et C. Ça donne quelque chose de beaucoup plus précis. Démocratie. Le pouvoir des démons. Quand ils disent droit de l'homme, leur homme avec H là, il n'a pas de sexe. Il est gender fluide. Il se demande lui-même s'il est un homme ou s'il est une femme. Il a le droit tantôt de se marier avec un homme, tantôt de se marier avec une femme. Et il a même le droit maintenant dans les fichiers, les formulaires, d'écrire qu'il ne sait pas de quel sexe il est. C'est leur homme là. Voilà leur homme, indiscernable, insondable, inconnaissable. Cette chose perverse, polymorphe, attardée au stade archaïque de la construction de l'individualité psychique. C'est ce qu'ils appellent homme. Ce que nous, en Afrique, nous appelons encore l'infra-humain, celui qui doit être civilisé, élevé à la dignité du Tout-Puissant. Ils appellent ça homme. De telle façon que pour comprendre pourquoi les gens disent ce qu'ils disent, il faut d'abord comprendre comment ils vivent. Parce que si tu ne sais pas comment quelqu'un fait pour manger là, tu ne peux pas savoir d'où lui viennent ses pensées. Ce qui est en haut dans le cerveau est comme ce qui est en bas dans le ventre. Donc il est extrêmement important, quand on veut étudier les discours africains, de s'intéresser aux conditions sociales, économiques, aux conditions culturelles, aux conditions politiques des individus qui produisent ces discours. Donc en fait, vous vous rendez très rapidement compte qu'en fait, ils savent que vous avez raison, mais ils sont en mission pour démontrer que vous avez tort. Donc pourquoi y a-t-il des Africains qui ne veulent pas de l'Afrique souveraine? Pourquoi y a-t-il des Africains qui félicitent une organisation qui a voulu assassiner 3 États, 3 peuples? Pourquoi y a-t-il des Africains qui sont d'accord qu'un président qui lève 1500 hommes pour attaquer un pays étranger, pour rétablir un satrape néocolonisé? Pourquoi des Africains le supportent-ils? Parce qu'ils ont choisi de vivre de cela. Nous qui sommes opposés à cette logique, nous avons aussi choisi de vivre contre cela. Et les ressources dont nous vivons, elles nous sont procurées par la lutte que nous menons pour notre dignité, pour notre souveraineté, pour notre liberté. Donc il n'y a que 2 façons de vivre. On vit libre et on génère ces ressources vitales par ce combat, celui de la dignité. Ou alors on vit esclave et les ressources qui permettent de reproduire cette condition d'esclave, on les obtient en se couchant toujours davantage sous les pouvoirs déshumanisants. C'est pourquoi, en Afrique, des gens qui sont comme nous, des Africains, refusent de comprendre les vérités, les évidences que la science et la politique de libération de l'Afrique sont en train de révéler. Pour expliquer cela, je vais recourir à une théorie plus ou moins connue en politique et en philosophie. C'est la théorie de Karl Marx. Il dit que l'histoire de toute société humaine jusqu'à nos jours, c'est celle de la lutte des classes. C'est-à-dire que dans toute société, il y a des individus qui ont des avantages qu'ils ne sont pas prêts à lâcher et qui produisent un discours pour défendre ces avantages. De telle façon que pour comprendre pourquoi les gens disent ce qu'ils disent, il faut d'abord comprendre comment ils vivent. Parce que si tu ne sais pas comment quelqu'un fait pour manger là, tu ne peux pas savoir d'où lui viennent ses pensées. Ce qui est en haut dans le cerveau est comme ce qui est en bas dans le ventre. Donc il est extrêmement important, quand on veut étudier les discours africains, de s'intéresser aux conditions sociales, économiques, aux conditions culturelles, aux conditions politiques des individus qui produisent ces discours. Moi qui suis devant vous, pour comprendre ce que je dis, vous devez vous poser la question de savoir comment vit-il, de quoi vit-il. Est-ce que ce dont il vit lui laisse toute la liberté de dire ce qu'il sait?
Ou au contraire, pour vivre, doit-il ne pas dire une partie de ce qu'il sait? Or, dans les sociétés africaines qui ont été configurées par le fait négrier, par le fait colonial, quelles sont les élites qu'on a essayé et qu'on nous a imposées dans la plupart de nos pays africains? Ce sont les élites qui étaient opposées à la souveraineté et à l'indépendance de l'Afrique. On a procédé tout au long du XXe siècle à l'éradication physique, à l'assassinat de la plupart des leaders vigilants du continent africain, pour imposer dans la plupart de nos pays des leaders collaborationnistes. Le colon, le négrier, l'impérialiste veulent posséder toutes les richesses de la terre et distribuer des miettes aux autres peuples. Ils imposent une lutte des classes au niveau de la terre. Quand ils contrôlent un pays africain, ils imposent à la tête de ce pays les Africains qui veulent faire leur volonté. Eux, les impérialistes français, américains, britanniques, européens et ceux du Moyen-Orient. Et par conséquent, il y a des discours qui sont produits dans nos sociétés africaines pour légitimer les avantages que les colons et les néocolons leur ont accordés. Si vous voulez comprendre pourquoi un Africain, et j'ai vécu ça avant-hier à Renouveau TV, j'étais au grand jury, l'émission du journaliste Sidibé, j'étais confronté à deux de mes frères qui étaient venus démontrer que la CEDEAO est la voie du salut de l'Afrique. Démontrer que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara est le meilleur président qu'on puisse imaginer pour un pays africain. Démontrer que l'AES est vouée à l'échec et que la transition malienne n'a rien fait de bon. Quand je les ai regardés, j'ai vu qu'en réalité, c'était des Africains inversés. C'est-à-dire... Ce sont des Africains inversés. C'est-à-dire, en fait, quand tu regardes sa tête, tu penses que c'est le cerveau qui est là. C'est pas vrai. Tu dois imaginer que son estomac là, c'est ça qui est dans sa tête. Et puis son cerveau là, il est dans son ventre. Ouais. Ce sont des individus inversés. Vous les voyez debout comme ça, mais ils sont rampants. C'est-à-dire qu'ils paraissent verticaux, comme nous tous, les humains, mais dans leur âme, ils sont couchés. Et c'est ce que j'appelle la reptilisation, l'horizontalisation, la vacuité du vassal. Et on a appelé ça le nègre de maison, le nègre docile, Yabon Banania. Non, ils étaient face à moi. Et comme ils savent en général que ce discours ne peut pas être justifié par des arguments rationnels, quelle est leur méthode? C'est la provocation. Quelle est leur méthode? C'est le mépris. Un peu à la manière de M. Macron. Vous savez, M. Macron, pourquoi est-ce qu'il est condescendant, parfois méprisant envers les Africains? C'est parce qu'il n'a pas d'argument. Les gens qui n'ont pas d'argument sont souvent comme ça. Donc, je les vois à Renouveau TV, qui sont l'illustration de ce qu'on est en train de dire, des Africains, comme vous et moi, et qui disent qu'on doit retourner en néocolonie française au Mali, qui disent que la CEDEAO c'est vraiment l'idéal, qui disent que M. Ouattara, qui était à la tête des sanctions inhumaines, illégales et criminelles contre le Mali en 2022, et qui a levé un commando de 1500 hommes pour attaquer le Niger, on dit non, non, c'est le meilleur président africain. Alors pourquoi disent-ils cela? Ils ne disent pas cela parce que c'est vrai, ils disent cela parce qu'ils sont payés pour ça. Eux-mêmes, quand ils viennent à la radio ou à la télé, il faut les observer dans deux phases. Avant l'émission, ce sont des Africains comme nous. Ils peuvent même vous dire, bon, ce que tu vas dire tout à l'heure est vrai, mais je suis désolé, je vais te contredire. Oui, oui. Il y en a un qui m'a approché et dit, bon, j'espère que tu connais l'esprit de l'émission. Oui. Je lui dis, hey, moi je ne suis pas dans l'affaire d'esprit de l'émission. On va connaître l'esprit de l'émission quand l'émission va commencer. C'est dans l'émission là que l'esprit va sortir. Donc en fait, vous vous rendez très rapidement compte qu'en fait, ils savent que vous avez raison, mais ils sont en mission pour démontrer que vous avez tort. Donc pourquoi y a-t-il des Africains qui ne veulent pas de l'Afrique souveraine? Pourquoi y a-t-il des Africains qui félicitent une organisation qui a voulu assassiner 3 États, 3 peuples? Pourquoi y a-t-il des Africains qui sont d'accord qu'un président qui lève 1500 hommes pour attaquer un pays étranger, pour rétablir un satrape néocolonisé? Pourquoi des Africains le supportent-ils? Parce qu'ils ont choisi de vivre de cela.
Nous qui sommes opposés à cette logique, nous avons aussi choisi de vivre contre cela. Et les ressources dont nous vivons, elles nous sont procurées par la lutte que nous menons pour notre dignité, pour notre souveraineté, pour notre liberté. Donc il n'y a que deux façons de vivre. On vit libre et on génère ces ressources vitales par ce combat, celui de la dignité. Ou alors on vit esclave et les ressources qui permettent de reproduire cette condition d'esclave, on les obtient en se couchant toujours davantage sous les pouvoirs déshumanisants. Quelle que soit la société que vous regardez, sur notre planète, et même parfois à l'intérieur de nos familles, vous connaissez ces deux genres d'individus. Ceux qui vivent de flatter et de se soumettre à ce qui est injuste, et ceux qui vivent de défendre ce qui est juste, et de promouvoir le progrès humain, le développement des potentialités humaines. Je finirai mon intervention sur ce point en vous rappelant un événement très récent. Il a eu lieu en Syrie. J'appelle la Syrie le tableau blanc de la politique et du monde actuel. Qui est l'actuel chef de l'État syrien? Il s'appelle Ahmed al-Shara. Son nom de djihadiste d'Al-Qaïda et l'État islamique, c'est Mohamed al-Joulani. Ce monsieur-là, les États-Unis d'Amérique avaient mis une prime de 10 millions de dollars qu'il devait payer à celui qui va le tuer. Or, il était protégé par les renseignements généraux américains, comme Iyad Aghali l'était par les renseignements généraux français à Kidal. On met une prime sur Mohamed al-Joulani. Chopez-le, he's wanted. Just kill him. Bring his head. In America, we don't support terrorism. For sure. Alors que le gars, il est à côté de celui qui met la prime. C'est-à-dire, c'est même lui qui fait... C'est lui qui définit le montant. C'est-à-dire que les gens de la CIA au départ, ils voulaient mettre 2 millions de dollars. Mohamed al-Joulani dit, one guy, my head is very expensive. It's most expensive. Put 10 million dollars. 10 million dollars. Donc le gars, il est capable de gagner la prime qui est payée à celui qui va le tuer lui-même. Oui, c'est lui qui gagne la prime. Quand il dit 10 millions de dollars sur ma tête, après il se met à leur dire, comme personne ne va gagner ça, donnez-moi ça en même temps. Mais ce monsieur-là est annoncé à l'Élysée. Le président français a fait publier un communiqué pour dire qu'il est le bienvenu à l'Élysée. Il l'a félicité d'avoir pris le pouvoir. Mais qu'est-ce que signifie féliciter un terroriste d'Al-Qaïda de l'État islamique? C'est un message à l'Afrique. Si je félicite Ahmed al-Shara de prendre le pouvoir en Syrie alors que c'est un terroriste reconnu, certifié conforme, cela veut dire que c'est ce que je fais en Afrique. Car ce que tu fais là-bas explique ce que tu fais ici, puisque tu es le même. Et que tu vis de ce même système de prédation que Naomi Klein a appelé disaster capitalism. They create chaos and then through that chaos they can steal and loot human and natural resources. Ils créent du chaos et sur la base de ce chaos, ils peuvent piller les richesses des autres. C'est ce qu'ils font en Irak. C'est ce qu'ils ont fait, eh bien, en République démocratique du Congo depuis 30 ans et même 60. C'est ce qu'ils font au Mali. C'est ce qu'ils ont fait au Soudan qu'ils ont partitionné. Vous savez que le Mali, ils tenaient à le partitionner et à le découper en fonction des révélations de la géodétection des matières premières stratégiques. Et ils voulaient dépouiller le Mali de tout ce qu'il a de plus précieux à travers un soi-disant mouvement d'indépendance de l'Azawad, qui n'est rien d'autre qu'un mouvement de pillage des richesses du Mali. Ils le font partout. Et voilà comment, à certains moments, ils nous révèlent clairement leur jeu. Quand ils s'affichent avec un terroriste, qu'ils le félicitent, qu'ils le saluent pour son rôle éminent pour la démocratie syrienne. Mais à quel moment Mohamed al-Joulani a-t-il posé un acte démocratique, lui qui est devenu le bourreau des communautés minoritaires chrétiennes en Syrie? Lui qui, comme l'a rappelé Madame Tulsi Gabbard, a dansé le 11 septembre 2001, quand plus de 4000 Américains ont été assassinés par sa propre organisation terroriste. Donc il faut que nous nous rendions compte que nous avons vraiment affaire à l'incarnation terrestre du diable dans cette duplicité de l'impérial terrorisme. Il prêche la démocratie, le ministre nous l'a dit tout à l'heure, les droits de l'homme, la bonne gouvernance. Ça c'est la bouche, mais c'est une bouche d'une personne inversée. Quand ils disent démocratie, mettez N entre O et C, ça donne quelque chose de beaucoup plus précis. Démocratie, le pouvoir des démons. Quand ils disent droit de l'homme, leur homme avec H là, il n'a pas de sexe. Il est gender fluide. Il se demande lui-même s'il est un homme ou s'il est une femme.
Il a le droit tantôt de se marier avec un homme, tantôt de se marier avec une femme. Et il a même le droit maintenant dans les fichiers, les formulaires, d'écrire qu'il ne sait pas de quel sexe il est. C'est leur homme là. Voilà leur homme, indiscernable, insondable, inconnaissable. Cette chose perverse, polymorphe, attardée au stade archaïque de la construction de l'individualité psychique. C'est ce qu'ils appellent homme. Ce que nous, en Afrique, nous appelons encore l'infra-humain, celui qui doit être civilisé, élevé à la dignité du Tout-Puissant. Ils appellent ça homme. Ils utilisent le mythe de la soi-disant bonne gouvernance. Mais dans quelle bonne gouvernance vous vous levez? Vous arrachez 100 millions d'Africains à leur sol pour développer l'Amérique et l'Europe. Dans quelle bonne gouvernance vous pillez pratiquement 75 à 80% des ressources nationales annuelles de 15 pays africains à travers le franc CFA? C'est quelle bonne gouvernance ça? Ce n'est pas la bonne gouvernance, c'est en réalité la forme la plus infernale de la relation internationale. Donc nous avons, comme l'a rappelé le professeur Bourema, décidé d'être les acteurs de notre propre discours. Nous ne demandons l'autorisation à personne de dire ce que nous disons. Nous ne disons même pas ce que nous disons contre quelqu'un. Nous disons cela pour défendre nos intérêts souverains, légitimes et vitaux. Comme tout le monde dans le monde, nous sommes pour un monde multipolaire, du respect mutuel des souverainetés, des légitimités civilisationnelles et bien dialoguées. Nous refusons l'uniformisme, l'hégémonisme, l'ethnocentrisme occidental. Nous refusons l'uniformisation de la terre. Nous refusons une mondialisation dans laquelle les intérêts légitimes des peuples et des individus ne sont pas considérés comme la source du droit et des relations internationales. Et nous ne nous contentons pas de refuser cela en parole, parce qu'on ne nous écoutait pas. Ça, ce que je vous dis là, je le disais il y a 20 ans. Mais comme il n'y avait pas des actes qui traduisaient cette politique de civilisation, on ne nous prenait pas au sérieux. Mais depuis que le Mali les a délogés, le Burkina les a délogés, le Niger les a délogés, le Tchad les a délogés, et le Sénégal, lui, il les fait sortir par petites brouettes. 1, 2, 3, 4, 5. Bientôt, Oligui Nguema, lui aussi, qu'ils ont pourtant imposé à la tête du Gabon, sera vu en train de rédiger un petit décret. S'il vous plaît, partez un peu, partez un peu. Ils vont partir parce que c'est la loi de l'histoire, l'éveil continental des peuples africains impulsé par des dirigeants panafricanistes révolutionnaires et par la renaissance de l'enracinement dans notre civilisation. C'est imparable. Ils sont vaincus sur le plan de l'esprit, ils le seront dans celui de la matière. Je vous remercie. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage du poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme? Des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments. Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Fika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer 18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation pour aider la communauté noire. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation de production. C'est quoi la formation de production?
Au cours de la formation de production, nous allons parler du mythe autour du poulet. Pourquoi ils ont créé réellement le poulet Goliath? Il faut comprendre pourquoi ils ont créé le poulet Goliath. C'est quoi les avantages du poulet Goliath? Quels sont les produits dérivés d'élevage du poulet Goliath? Nous allons après parler des maladies de traitement, de la fabrication d'aliments. Les amis, la fabrication d'aliments, 80% des dépenses sont liées à l'alimentation. Donc, il faut maîtriser la fabrication d'aliments aujourd'hui pour rentabiliser votre élevage de poulet. Après, nous allons parler de la gestion de l'incubateur et de l'éclosoir. Nous allons parler après de quoi? De la rédaction de projet. Si vous avez un projet d'élevage de poulet, il faut rédiger le projet. Voir si ce projet est rentable à long terme. Il faut d'abord rédiger le projet. Donc, on va vous apprendre à rédiger un projet de poulet. Et la rédaction d'un projet débute toujours par un objectif. C'est quoi votre objectif dans le poulet? Les amis, pour finir, on va vous parler de commercialisation. Vous ne pouvez pas venir dans le poulet sans avoir le marché d'écoulement. On va vous apprendre les marketing de communication, marketing de vente et marketing du produit. Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas d'élevage de poulet. Ça, c'est la première formation appelée formation de production. Le coût de cette formation, c'est 180 $, 100 000 francs CFA. Si vous êtes déjà intéressé, le numéro est devant vous. Après, nous avons la formation complète. La formation complète, c'est la formation qui part de la production jusqu'à l'abattage du sujet. Quand vous venez dans le monde d'élevage, pour réellement rentabiliser, vous devez apprendre à transformer. Vous savez, nous avons 3 piliers de production. La production, la transformation et la commercialisation. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter à la production. Vous n'allez pas réellement rentabiliser. C'est vrai que vous allez gagner d'argent, mais ce n'est pas encore ça rentabiliser. Il faut venir au niveau de la transformation. Et quand on parle de la transformation au niveau de la race locale, au niveau du poulet, c'est comment installer votre abattoir. Donc, au cours de la grande formation, la formation complète, on parle de l'installation d'un abattoir ou une tuerie. Si vous n'avez pas les moyens, au lieu d'installer un abattoir, vous installez votre tuerie simplement. Nous allons parler des diagrammes. Nous allons aussi parler des étapes à suivre pour abattre les volailles. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour abattre et produire une viande de qualité. N'oubliez pas que vous voulez mettre dans l'assiette de la population une viande de qualité. Donc, il faut respecter d'abord les normes d'hygiène. Et là, nous allons parler aussi des normes HACCP. Les normes HACCP, c'est des conditions que vous devez respecter pour ne pas infecter la viande. Et pour finir cette formation, nous allons parler de quoi? De la traçabilité. Si réellement vous voulez devenir une entreprise qui se respecte, une entreprise qui va rouler avec des millions, avec des milliards, vous devez agir sur la traçabilité de votre produit. Et la grande formation, la formation complète, elle est à 360 $, 200 000 francs CFA. Le bonus ici, c'est que vous allez intégrer une communauté. Vous allez rester avec nous. Vous savez, quand vous rencontrez des vrais éleveurs qui rentabilisent, vous gagnez en expérience. Donc voilà les 2 types de formations qu'on dispose au sein de notre communauté. Et si vous êtes intéressé par nos formations, il y a un seul numéro. Le numéro là, c'est le numéro de formation. Vous appelez, vous envoyez votre nom, prénom et vous faites votre inscription, on met votre nom sur la liste. Chaque fin du mois, on organise des formations, mais les places sont limitées. On a besoin seulement de 10 personnes chaque mois. Et comment cette formation, ça fonctionne? Les amis, il faut vite faire l'inscription avant la fin du mois. Et là, vous avez des liens, vous avez des vidéos, vous avez des documents. Et vous finissez de suivre les vidéos, de faire la lecture de ces documents. Et le jour même de la formation, vous posez des questions. Là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle l'élevage avant le jour de la formation. Et là, vous avez le temps pour poser tellement de questions. Chez nous, il n'y a pas de questions bêtes. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la connaissance, seule la connaissance va vous permettre de rentabiliser votre élevage de poulet. J'attends vos inscriptions. Inscrivez-vous massivement à cette formation. Et ensemble, nous allons atteindre notre autosuffisance alimentaire et aussi parler de souveraineté alimentaire. Ensemble, les amis, nous pouvons lutter contre l'importation de la volaille, des poulets congelés, des poulets morts. Il faut commencer la production, mais surtout de la production du poulet local 100%. J'attends vos inscriptions. Merci beaucoup. Le numéro
numéro est devant vous. Ce numéro, c'est uniquement pour la formation. Quand vous appelez, c'est pour acheter une formation. C'est pour prendre des renseignements sur la formation et vous inscrire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.